Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Alors aujourd'hui, d'ailleurs première chronique de l'année, bonne année à tous, un meilleur vœu, plein de bonnes choses pour cette année qui s'ouvre. J'espère des parties de JDR mémorables, entre autres. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques petites house rules permettant un petit peu de rehausser entre guillemets la qualité de jeu des combats à D&D5. En fait, je commence à réfléchir à un projet qui suivra la campagne que je suis en train de faire jouer dans l'Hyperborée, donc du côté de chez Howard et Conan. Et derrière, on est avec un ami, on est en train de travailler sur un nouveau projet. D'ailleurs, j'aurai l'occasion peut-être certainement de vous en reparler parce qu'on va chercher des joueurs pour se joindre à nous et partager des moments de partie, des moments de gameplay, des moments de bonheur entre guillemets. Donc ce sera motorisé par D&D5. Du coup, comme ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu l'opportunité de mener des combats à D&D5, je me suis amusé à faire un petit peu le tour sur internet de toutes les vidéos où des maîtres de jeu proposent des règles maison qu'ils ont playtestées. Alors bon, inutile de dire qu'il y a pas mal de sites, même essentiellement des sites américains. Du coup, j'en ai relevé certains et je me suis dit tiens, autant les partager avec les gens de la chaîne parce que voilà, si ça peut servir à d'autres pour améliorer entre guillemets le plaisir dans leur partie, il faut pas passer à côté de ce petit moment sympathique. Alors, on va commencer par la première des house rules que j'ai choisi de retenir. Ça concerne l'action de se relever durant les combats. Telles que les règles sont faites, en réalité, vous mettez à terre un adversaire. Dès lors que ça va être à lui de jouer, il va se relever. Et mis à part que ça va lui coûter la moitié de son mouvement, ça va rien lui coûter d'autre. Bon, ça paraît un peu bubblies entre guillemets. Donc ce qu'il est souvent proposé, c'est une proposition qui a été faite par plusieurs maîtres de jeu et qui a été playtestée par eux à leur table, c'est de rajouter tout simplement une attaque d'opportunité. Après tout, s'ils sont dans la zone qui est dirigée, maîtrisée par leur adversaire, il n'y a pas de raison qu'ils prennent pas d'attaque d'opportunité. Donc voilà, déjà première chose qui fait que l'avantage de faire tomber quelqu'un à terre, du coup, devient tout de suite plus intéressant. Deuxième house rules, ça va concerner les allers-retours là avec cette règle des trois sauvegardes contre la mort. Donc les joueurs qui tombent à zéro, puis qui se relèvent, et puis qui retombent à zéro et qui se relèvent. Bon là encore, il y a un côté, je comprends bien ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu ne pas être trop sévère vis-à-vis du joueur qui tomberait à zéro. Mais là, c'est un peu light. On est vraiment dans le jeu vidéo. Donc, ce que j'ai relevé, c'est tout simplement le joueur qui revient de zéro et qui se relève, il peut effectivement continuer à reprendre le combat. Par contre, il souffre d'un niveau d'épuisement. Donc ça, c'est pas mal, ça affaiblit un peu le joueur, ça fait aussi une différence par rapport aux joueurs qui parviennent à se maintenir et à ne pas tomber à zéro. House Rules numéro 3 concernant les combats, ça va concerner le fait de boire une potion telle que posée dans les règles actuellement. Vous pouvez tranquillement sortir votre potion, boire la potion, y compris quand vous êtes dans la zone de contrôle d'un adversaire. Là encore, il est proposé tout simplement de rajouter une attaque d'opportunité, parce que ça paraît quand même fou que le gars puisse sortir sa potion, etc., tout en étant au contact avec quelqu'un. Là encore, on comprend bien pourquoi ils ont fait ça. Ça permet de restaurer des points de vie au personnage mais c'est un peu trop. Pour moi, ça ne fonctionne pas tel que c'est posé dans les règles. Enfin, règle numéro 4, House Rules numéro 4, ça va concerner les fameux jets de sauvegarde, où là encore, on est quand même faut en réussir 3, les sauvegardes sont à 10,
3 échecs c'est la mort, 3 réussites c'est voilà, vous êtes stabilisé. Avec une réussite à 10, c'est encore une fois, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez punitif, quoi. C'est vraiment toujours fait dans le même truc de sauvegarder les joueurs. Donc, j'ai trouvé un maître de jeu qui propose de mettre les sauvegardes à 15, qui expliquait qu'il avait playtesté et que du coup ça rehausse vraiment le challenge. Et puis ce qu'il explique aussi, c'est que ça fait un peu dresser les poils à ses joueurs. C'est pas la simple formalité de la sauvegarde à 10. Là, il y a un vrai intérêt à se dépatouiller rapidement quand on a un allié qui est en train de tirer ses jets de sauvegarde pour aller lui prêter main forte, quitte à justement subir soi-même des attaques d'opportunité si on était occupé à autre chose à ce moment-là. 5e House Rules, alors là c'est plus quelque chose de personnel. Moi j'aime bien, enfin je pense que ce qui fonctionne le mieux dans les combats, le plus important avec ce corpus de règles, c'est quand même le rythme. C'est-à-dire que si vous commencez à jouer et que lorsque vous demandez à un joueur ce qu'il est en train de faire à son rang d'initiation, bah là le gars il commence à réfléchir, à relire tous ses dons, etc. Il y a rien de pire, enfin il y a rien de mieux pour casser l'ambiance autour de la table et rendre les combats très longs et très inintéressant, et au final tout le monde décroche et après on se contente de jeter les dés, le combat perd tout son charme. Donc je vais me procurer tout simplement un petit timer. J'en ai vu, je crois, autour de 8 ou 9 euros. Voilà, vous pouvez le régler de 1 minute à 5 secondes. Personnellement, je le réglerai à 5 secondes. Et lorsque on déclenchera l'initiative d'un joueur, clac, je balancerai le timer. S'il n'a pas commencé à me dire ce qu'il faisait au bout de 5 secondes, eh bien, il perdra son round. Il ne pourra plus faire que esquiver pendant son round. Du coup, ça l'engagera peut-être à réfléchir en amont à ce qu'il va faire au prochain round. Parce qu'en réalité, le secret, il est là. Il faut que chacun des joueurs autour de la table, si on veut maintenir du rythme, prenne le réflexe de réfléchir à ce qu'ils vont faire et pas attendre le moment où on les interroge. Parce que voilà, on a tous nos limites en termes de vitesse. Donc ce qu'il faut, c'est anticiper. Sinon, on se retrouve beaucoup trop acculé. J'ajoute que cette règle des 5 secondes, pour moi, elle présente aussi l'avantage de vraiment coller à ce que ressent quelqu'un qui est en train de faire un combat d'escrime à l'épée, par exemple au corps à corps. C'est évident que on va pas être en train de réfléchir. Alors oui, je fais 2 pas, j'avance de 2 cases, et puis je porte un coup, j'utilise tel don. Non, ça se passe pas comme ça. Si on veut coller, si on respecte cette règle des 5 secondes, ça permet également qu'il y ait une espèce d'adéquation entre la scène telle qu'elle est jouée, la fluidité des combats et donc le côté plus intéressant, plus cinématique, plus vif, entre guillemets, et qui colle vraiment à ce que on s'imagine que peut ressentir une personne qui est en train de mener ce type de combat. La 6e House Rules va, elle, considérer les coups critiques. Alors, une époque, j'utilisais les cartes Pathfinder. Le truc, c'est que là encore, les decks de cartes, c'est pourtant, hein, il suffit d'avoir le deck à côté de soi, il faut retourner la carte, mais il faut la relire, etc. Et finalement, ça hache beaucoup trop les combats. Donc en fait, je vous propose la chose suivante, c'est tout simplement, au lieu de tirer 2 fois vos dés de dégâts et d'ajouter votre force, pour un cas typique assez simple, prenons le cas d'un combattant qui combat à l'épée longue et qui a plus 2 en force, au lieu de tirer 2 fois un D8 et d'ajouter 2, eh bien on va partir du principe que le premier jet obtient le résultat maximum. Vous allez donc tirer un seul D8, auquel vous ajoutez le maximum de la face de votre dé, donc là, D8 c'est 8, un D8 plus 8 plus votre force. Donc au total, tout coup critique fera un D8 plus 10. C'est pas mal, parce que là aussi, on comprend pas très bien pourquoi, pour le joueur un peu malchanceux, il va faire un coup critique, et finalement, il va enlever 4 points de vie. S'il fait 2 fois 1 sur le D8 plus 2, chose qu'il peut faire tout à fait avec un coup normal, puisqu'il peut aller jusqu'à enlever 10 points de dégâts avec un coup normal. Donc ça me paraît un petit peu rehausser aussi les critiques.
House Rules numéro 7, elle va concerner le flanking. Nous, on va jouer en Theater of the Mind avec peut-être un système qu'on est en train de mettre au point avec une battle map, mais sans token, uniquement pour que les joueurs puissent visualiser certains éléments de la salle pendant la description. Et après, seul le maître de jeu aura les tokens et quand un joueur explicitera un de ses déplacements, et ben le maître de jeu mettra à jour ce que lui il voit. Et les joueurs resteront, eux, en Theater of the Mind. Encore une fois, c'est pour éviter le côté on met une carte, du coup, c'est le jeu dans le jeu, et les joueurs ils commencent à réfléchir sur la carte, à compter les cases, etc. Quand vous êtes maître de jeu, vous ne le faites pas parce que vous avez beaucoup déjà de choses à gérer. Donc généralement, vous vous arrangez, quitte à faire des mauvaises déclarations et à un peu avantager les joueurs parce que vous êtes moins efficace en combat. Bon, le problème, c'est que les joueurs, eux, ils ont qu'un joueur à mener. Donc ils ont tendance, dès que vous leur mettez une battle map, à essayer de maximiser vraiment toutes leurs actions. Ce qui est pas un mal en soi, hein, ce qui se comprend, mais ça ralentit trop le jeu. Et puis on retombe un peu dans le cas un peu comme les 5 secondes, quoi. C'est-à-dire que théoriquement, le combat, quand vous êtes au corps à corps, c'est presque que des coups réflexes, c'est coup réflexe sur coup réflexe. L'adversaire va un peu baisser sa garde, vous allez en profiter pour porter une attaque, etc. Donc on va le jouer comme ça. Le flanking, c'est un peu la boucherie, c'est-à-dire que l'histoire des dés d'avantage. Bon, moi je suis pas fan, hein, je vous avouerai, je pense que c'est quand même pas complexe d'ajouter plus 2, d'ajouter plus 3. Enfin, ça reste du calcul basique. Et je pense que les règles avantage-désavantage sont beaucoup trop à la serpe, quoi. Notamment le flanking avec un jet d'avantage. Dès que vous allez avoir un surnombre d'un côté comme de l'autre, c'est la boucherie. Donc le flanking, il occasionnera uniquement un +2 et pas un jet d'avantage. Enfin, toujours House Rules numéro 9, toujours sur le flanking, encore quelque chose concernant les avantages-désavantages. On peut pas stacker les avantages-désavantages. C'est-à-dire que vous ayez un avantage ou deux avantages, vous frappez de la même façon. Alors encore une fois, c'est bien, parce que ça va vite, mais c'est un peu à la serpe quand même. Quel est l'intérêt pour un joueur d'essayer d'aller chercher un deuxième avantage? En fait, il n'y en a pas. Donc en fait, encore une fois, vous vous privez de rebondissements possibles dans le combat. Alors c'est simple, là encore je trouve un maître de jeu, enfin 2 maîtres de jeu même qui proposaient quelque chose qui m'a l'air tout à fait bien. Lorsque vous avez un avantage, vous avez donc le jet d'avantage. Si vous avez un deuxième avantage, eh bien dans ces cas-là, vous avez le jet d'avantage et un bonus de +2. Et si vous avez jusqu'à un troisième avantage, dans ce cas-là, vous avez l'avantage et un bonus de +5. Autant dire qu'avec 3 avantages, vous êtes quasiment sûr que votre coup va porter. Et c'est pas mal. Et ça va du coup inciter, je l'espère, les joueurs à vraiment aller chercher cela et pas se contenter de juste un avantage, voilà. Sachant que quand vous avez un avantage, par exemple si vous avez 2 avantages et un désavantage, du coup vous n'avez qu'un avantage. Voilà. Mais c'était encore une fois, c'était un petit peu trop à la serpe. Donc voilà, petite chose facile à mettre en place pour rehausser un peu le tout. Et enfin, 9e House Rules que j'ai trouvé très intéressante, c'est tout simplement de rajouter une condition. Cette condition, c'est la condition blessée, ou ils appellent ça bloodied, ensanglanté. En fait, lorsque votre joueur a dépassé la première moitié de ses points de vie, il est ensanglanté. Et ensuite, dans la deuxième moitié de ses points de vie qui lui reste, quand il va attaquer, encore une fois, la moitié de ceci, c'est-à-dire quand il va être dans le dernier quart, en fait, de ses points de vie, là, il sera blessé gravement ou limite très proche de la mort. Alors ça, je vais l'assortir. Bien sûr, alors j'ai pas encore réfléchi à ça, mais certainement des petits bonus. Peut-être que quand on sera bloodied, on aura un niveau d'épuisement, ou peut-être qu'on ne pourra plus mettre la totalité de son bonus de force. Enfin voilà, je vais réfléchir pour faire quelque chose quand même de progressif, qui soit pas trop handicapant, mais qui soit quand même qui ait une différence entre l'état du personnage quand il est au maximum de ses points de vie et au milieu. Vous allez me dire, c'est pas normalement la jauge de points de vie, c'est quelque chose d'abstrait, etc. Oui, bien sûr, mais là, ça va rajouter, je pense aussi un peu d'intérêt dans le gameplay, parce que si on joue by the book, vous avez un guerrier avec
80 points de vie, même à 2 points de vie, le mec il a aucun malus. Donc comme les combats, c'est quand même, ça a tendance à durer un peu avec des rounds où on affaiblit l'adversaire. En réalité, il faudrait procéder différemment, et je pense que c'est intéressant d'avoir des gradations comme ça dans l'état des personnages. Encore une fois, ça permet aux joueurs aussi de jouer pas tout le temps exactement le même personnage avec les mêmes attaques, les mêmes bonus, etc. et de varier les situations. C'est en faisant varier les situations que le jeu est intéressant. Si c'est toujours la même chose, toujours les mêmes combos qui sont enchaînés, toujours le même don qui est utilisé par le joueur et tout, ça devient très très pénible. Alors à ce propos, en termes de dons, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant aussi comme House Rules sur le site de The Alexandrian, un site que je vous conseille, qui est vraiment un site fait par un passionné, et c'est vraiment très très intéressant. Il y a beaucoup d'idées sur la création de scénarios, il y a beaucoup de retours de partie parce que la personne en question est maître de jeu et fait jouer pas mal de campagnes, etc. Notamment la dernière en date qu'il a fait jouer, c'était du Ptolus. Et donc il a Ptolus, d'ailleurs on prononce pas le P, j'oublie à chaque fois, et donc il a fait plein de retours sur Ptolus et quelques house rules, et une que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'en fait il autorise les personnages à utiliser un don qu'ils ne possèdent pas. En réalité, l'ensemble des dons sont utilisables par les personnages. Alors, sauf si vous n'avez pas de magie, les dons magiques, hein, vous n'allez pas utiliser un don magique si vous ne maîtrisez pas la magie. Par contre, lorsque vous faites appel à un don qui ne vous appartient pas, que vous n'avez pas développé, buildé dans votre personnage, eh bien à ce moment-là, le fait d'avoir jeté ce don va vous faire un niveau d'épuisement. Donc en fait, c'est à utiliser, mais vraiment dans des cas bien particuliers. On peut pas non plus en abuser et faire n'importe quel don n'importe quand. Là encore, c'est pas dérangeant parce que enfin le souci des dons aussi, c'est qu'il faut pas que ce soit toujours la course au don. Voilà, c'est un peu la limite des systèmes à dons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que certaines idées, vous les reprendrez à votre compte pour mener vos campagnes. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir. Peut-être vous aussi, vous avez des house rules concernant le combat à D&D 5, et je serais tout à fait heureux d'en prendre connaissance et éventuellement de m'en servir dans mes prochaines parties. Je vous dis à très bientôt, démarrez bien l'année et on se retrouve rapidement. Au revoir.